Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je tiens à remercier les partenaires suivants pour leur support au balado La Santé au-delà des mots. Beauchamp-Beaulieu des Sureau-Toupin, groupe conseil associé à la financière Banque nationale gestion de patrimoine, Rempart Neurophysiologie, Medix, le groupe TIGE et Eurofin Environex. Bonjour à tous, bienvenue à cet épisode du balado La Santé au-delà des mots. Le mois de septembre est le mois de sensibilisation au cancer pédiatrique. On parle de septembre en or et je reçois cette semaine Dr Julien Wellman qui est radio-oncologue. J'avais reçu Julien précédemment pour discuter de Miroki, ce petit robot qui accompagne les enfants dans les salles de traitement. Et je voulais recevoir à nouveau Julien pour discuter dans un premier temps de son amour pour le Japon et vous comprendrez en écoutant son histoire à quel point sa première visite au Japon a tracé le parcours de sa vie. Nous allons par la suite discuter de Miroki, des avancées du projet et du lancement prochain de ce petit robot qui accompagne les enfants en salle de radiothérapie. Nous discutons également d'autres enjeux parallèles, certains enjeux éthiques liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans ce contexte. Je suis certain que vous allez adorer cet entretien avec un médecin qui est aux frontières de la philanthropie, de l'entrepreneuriat et de l'humanisme. Bonne écoute. Salut Julien. Salut Jean-Pierre. Ça va bien? Ça va. Bon, ben excellent. Donc, bon vendredi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, je voulais te... Ben, écoute, c'est vraiment un honneur. Donc, on prend le temps. Donc, il est un peu tôt le matin. Puis moi, je suis un peu enrhumé. Donc, ça fait partie des aléas du métier. Donc, écoute, je voulais te parler de deux choses là, parce que vraiment, tu captives mon attention avec ton amour pour le Japon. Et deux, Miroki, dont on avait parlé la dernière fois, lorsqu'on a échangé la dernière fois, c'était, je dirais pas embryonnaire, mais tout au moins en développement. Puis là, on est lancé, donc... Oui, on est bien lancé, ouais. On en va en parler dans quelques minutes, mais avant, écoute, compte tenu que moi aussi, j'ai visité le Japon, donc il y a pour donner peut-être le goût aux auditeurs d'y aller, là, il y a quelques semaines, tu publiais sur ta page tes coups de cœur, donc... je me suis dit, lançons l'entrevue, puis je te demandais ton top 3 de tes coups de cœur japonais, disons, en entrée. Alors, j'avais mis un top 5, j'ai eu beaucoup de mal. Hein. Même un top 7 ou 8, je pense. Ouais. Voilà, et puis alors, au départ, j'avais décidé de faire un top Tokyo, parce que si j'allais faire un top 5 Japon, impossible. Ok. Donc, j'avais fait un top 5 Tokyo. Donc, si je refaisais un top Japon... Ou Tokyo à ton goût. Ouais, alors bah comme ça si tu feras la partie autre et okay. Je dirais. Alors moi à Tokyo j'aime beaucoup la Takeshita Street. Ok. La rue emblématique de Tokyo en mode pop culture etc. Et ce qui est très intéressant au-delà que c'est une rue assez classique, c'est la rue qui donne la température du Japon je trouve. Okay. C'est-à-dire c'est la rue qui te donne les tendances actuelles en termes de mode, de magasins,
ce que les Japonais aiment et ce que les Japonais suivent sur les 2-3 dernières années à chaque fois. Et c'est très rigolo parce que moi, donc j'ai regardé, ça fait 20 ans que je suis allé au Japon pour la première fois. OK. Et cette rue a énormément changé. Quand j'ai commencé, il y avait ce qu'on appelait les dolls. C'était des filles habillées un peu en soubrette, hyper maquillées, les garus avec vraiment des traits très très marqués. Et Oui. c'était la mode, c'est-à-dire que t'étais comme ça, c'était hyper tendance. Aujourd'hui, on voit ça, on trouve ça vraiment très moche. Ah, ouais. Mais à l'époque, t'avais ça, dans cette rue, t'avais ça, quoi. Et c'était la rue qui était connue pour les gens qui s'habillent différemment. Tu vois, c'était les gens un peu différents. Les trucs un peu loufoques, quand tu voyais des documentaires sur le Japon il y a 10 ans, on te montrait cette rue en disant voilà, les Japonais s'habillent comme ça. Alors qu'en fait, non. Tout à fait Cette faux. frange de la population s'habille comme ça et dans des conditions bien particulières. Et donc, quand on montrait que cette rue, c'était voilà, le Japon, ce pays un peu fou. Et c'est vrai que cette rue donc permet de prendre la température à chaque fois au Japon. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup retourner dans cette rue dès que j'y vais. Ça me D'accord. permet de voir où on en est, quoi. Et donc, en Excellent. ce moment, par exemple, c'est la Corée. Tu vois, en ce moment, ils adorent les Coréens. OK. Donc, c'est la mode coréenne, etc., etc. Mais si je ne m'abuse, 10% de la population japonaise est d'origine coréenne. Mais je Alors, ça, j'avoue, je te ne connais dis pas ça les. sous réserve. crois. Là, c'est une Je te crois, mais. Donc, puis ensuite, donc ça, c'est ton 1. Donc ça c'est le 1, le 2, j'aime beaucoup le temple Meiji Jingu, c'est le palais impérial avec Ah. le jardin impérial. En fait j'aime beaucoup parce que c'est vraiment le meilleur exemple au Japon de entre tradition et modernité. C'est un jardin gigantesque en plein milieu de Tokyo, Tout à fait. avec on rentre, on passe le portique, on passe la porte du temple et en fait on est dans un autre monde, on est dans la nature. Quand on s'enfonce un petit peu, on n'entend même plus la rue extérieure, alors qu'on est en plein dans Tokyo. Tout à fait. C'est un de mes coups de cœur, d'ailleurs. Ouais. Et donc c'est vrai que j'aime beaucoup pour ça. Le temple est joli en soi, mais j'en ai vu des plus jolis. Mais c'est vraiment ce paradoxe, c'est le parfait paradoxe japonais de entre tradition et modernité. On rigole toujours de cette phrase, mais moi je la trouve extrêmement vraie. Le japonais est beaucoup dans cette non-dualité comme ça de c'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment l'un et l'autre. Et ça j'aime beaucoup. Et mon troisième top 3, je dirais le quartier de Shibuya. J'aime beaucoup ce crossover au milieu, là, tous ces mondes, tout ce genre, cette foule de gens qui se croisent sans jamais se toucher, avec tous ces 5 allées et venues comme ça. Ouais. Et c'est souvent là que je fais, que je commence mon voyage en général quand je viens, parce que là, ça veut dire t'es au Japon, quoi. T'es à Tokyo, t'es au Japon, et c'est des millions de personnes, et pourtant, c'est hyper fluide. Moi, encore une fois, c'est montrer la fluidité du truc, alors qu'on est des millions, quoi. Écoute, on est pas mal dans les mêmes avis, là. Moi, ce qui m'avait frappé à Tokyo également, pour être allé 2 fois, moi, je suis allé en 2013-2018. J'avais vu un petit changement de mode aussi au niveau des femmes, je te dirais. En 2013, je trouvais que les jeunes Japonais s'habillaient très sexy. Puis, oui, c'est vrai. Puis des jupes extrêmement courtes, là, tu sais. Puis ce qui m'avait frappé, c'est à quel point les Japonais avaient l'air peu intéressés par... Peut-être à cause des téléphones cellulaires ou autres. Moi, je trouvais que les femmes japonaises étaient très sexy, très jolies. Puis je voyais tous les hommes japonais qui étaient dans le métro, les yeux sur leur téléphone cellulaire. Ça m'avait comme frappé, là. Donc, puis en 2018, je trouvais que ça avait changé. Donc, je trouvais que cette mode avait disparu. Puis ce qui m'avait frappé à Tokyo aussi, c'est en fait l'existence en même temps de plusieurs centres-villes. Il y a un centre-ville ultra mode, là, toutes les grandes boutiques. Il y a un autre centre-ville techno, un peu comme plusieurs villes en une, je trouvais. Donc, bref, quand même tout un coup de cœur. Mais je me demandais, tu m'avais expliqué, mais pourquoi le Japon? Là? Donc, tu dis, toi, tu en fais même un périple annuel pour aller te ressourcer, mais ça pourrait être dans un temple en Thaïlande. Je ne sais plus si je t'avais raconté l'histoire de pourquoi j'étais allé au Japon la première fois. Je ne pense pas. Tu m'avais surtout parlé du robot qui t'avait tendu une serviette, puis qui fait qu'on se parle aujourd'hui. Parce que l'histoire est belle. L'histoire est belle aussi. En terminale, donc l'année du bac en France, à milieu de parcours, en milieu d'année, notre prof principale de l'époque fait un peu un tour d'horizon de qui va faire quoi plus tard. Donc elle demande aux élèves qui veut faire fac de droit, donc quelques mains se lèvent, qui veut faire fac de sciences, quelques mains se lèvent, et puis qui veut faire médecine, et là une dizaine de voix se lèvent.
à la fin de ce truc-là, il y a un camarade de classe qui vient me voir, et tu sais, c'est ce camarade que tu as dans ta classe, que tu connais, dont tu connais le nom, mais c'est pas ton copain, tu vois, c'est vraiment le mec que tu vois tous les jours, que tu apprécies, hein, mais qui est pas dans ton groupe d'amis proches. Et ce mec-là vient me voir et me dit, bah, Julien, écoute, j'ai vu que tu voulais faire médecine, moi aussi ça m'intéresse de faire médecine. On m'a dit que pour la première année, il valait mieux être en binôme, donc je te propose, si ça te dit, bah, qu'on se mette en binôme pour la première année de médecine. Sur le coup, le mec est sympa, il bosse bien, je me dis, bah pourquoi pas, c'est une bonne idée, donc je lui dis ok, et on n'en reparle plus. Et un mois avant le bac, il vient me voir, il me dit, Julien, je viens te voir pour un truc que j'aimerais te proposer. Pour mon bac, ma grand-mère m'offre un voyage au Japon. Elle me dit, voilà, j'ai un grand-oncle qui habite là-bas que j'ai jamais vu, donc elle m'offre un mois au Japon. Sauf que moi, j'ai pas envie d'y aller tout seul, je connais pas le Japon. Et ce mec-là, cet oncle, je l'ai jamais vu, ou peut-être quand j'avais 3 ans, donc franchement, ça me chauffe pas trop. On est à l'époque en 2006, il n'y a pas YouTube, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de choses particulières, il n'y a pas de sushi dans les rues pour acheter des sushis comme on l'a maintenant. Donc c'est vraiment le Japon, un peu l'ovni, quoi. Et moi, à cette époque-là, j'aime un peu le Japon déjà, mais juste au travers des 3 mangas que j'ai lus. Il y a 3 mangas à la Fnac qui se battent en duel, donc j'ai lu 3 mangas, et ça s'arrête là. Et je lui dis, bah ok. Le mec, je le connais pas, quasiment pas. Je connais pas le pays, c'est à l'autre bout de la planète, j'ai 17 ans. Et je dis à mes parents, bah écoute, j'ai envie d'aller à l'autre bout de la planète avec ce mec que je connais pas, pendant un mois. Voilà. Et donc du coup, mes parents me disent, bah ok, c'est cool, très bien. Et donc on arrive là-bas, et j'ai vécu le meilleur voyage de ma vie. Parce qu'on est arrivé chez un monsieur qui était prêtre des missions étrangères de Paris et qui nous a fait visiter le Japon comme jamais tu visiteras le Japon. C'est-à-dire, on a fait tous les endroits que tu n'as pas accès, dans des tours opérateurs, dans des voyages seuls. On a vu des trucs, voilà, j'ai visité un lycée japonais, j'ai fait des cours de classe, des cours avec des japonais, je suis allé à la messe en japonais, j'ai vu des endroits, voilà. Et à l'époque, c'était fou. C'est-à-dire que le Japon était complètement décalé de nous, à des années-lumière de nous. Je me rappelle, on avait encore des téléphones très très compacts où tu pouvais écrire 160 caractères. Et eux, ils avaient déjà les téléphones à clapper où tu pouvais envoyer des mails, des photos, des images, etc. Donc c'était vraiment une autre année-lumière. Et vraiment, il y a 20 ans, il y avait un vrai décalage technologique. Aujourd'hui, il s'est gommé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je vais au Japon, c'est comme chez moi. Si j'ai un truc japonais, je vais sur Amazon, je l'achète. Donc, on a perdu un peu ce petit côté-là. Mais à l'époque, c'était incroyable. Et donc, je me suis pris une claque à tous les niveaux. Il parlait pas comme moi. Il mangeait pas comme moi. Il ressemblait pas. Il y avait rien comme chez moi. Et pourtant, j'étais comme chez moi. Vraiment, je me suis senti comme un poisson dans l'eau. Et donc, pour la petite histoire, pour finir avec mon collègue, ce collègue-là, donc, on a passé un mois ensemble. On s'est super bien entendu, c'est devenu mon meilleur pote. On a fait médecine ensemble, c'est toujours mon meilleur pote, 20 ans après. Lui, il part pour être professeur d'hématologie. Et moi, je suis radiothérapeute. Donc, on est resté quand même dans le cancer tous les deux, quelque part. Et c'est toujours mon meilleur ami, 20 ans après. Juste pour ce mec-là qui m'a proposé un jour un voyage à l'autre bout du monde alors qu'il ne me connaissait pas. Êtes-vous retournés ensemble au Japon par la suite? Non, on n'est jamais retourné ensemble au Japon. On en a parlé une fois, mais on est déjà retourné chacun de notre côté, mais on n'est jamais retourné ensemble au Japon. Medix simplifie la facturation médicale des médecins spécialistes, anesthésiologistes, internistes, pneumologues et bientôt les chirurgiens. Grâce à une application mobile conviviale et une expertise personnalisée, Medix fait une différence réelle dans la vie des médecins. Sauvez du temps, réduisez les erreurs et optimisez vos revenus avec Medix. Medix est fier de desservir plus de 60% des anesthésiologistes du Québec. Pour toute question, n'hésitez pas à visiter notre site web à www.medix.com www.medyx.com ou téléphonez au 514-548-2500. Mais dis-moi, à tout hasard, est-ce que crois-tu au destin ou autre? Parce que, dans le fond, c'est presque le fruit du hasard, que même le fait qu'on se parle aujourd'hui, là, mais c'est comme ça a amené toute la suite, c'est curieux. En fait, je crois que au destin, à force d'avoir vu des trucs comme ça, si tu veux. Parce que je me dis, tu vois, si ce mec-là m'avait pas proposé ça ce jour-là, je serais pas allé au Japon, ou peut-être pas comme ça. Du coup, j'en aurais peut-être pas été aussi amoureux. Du coup, j'aurais peut-être pas vu ce robot. Du coup, j'aurais peut-être pas construit ce robot. Tu vois, juste ce petit truc-là,
ce petit battement d'aile de papillon il y a 20 ans Incroyable. fait qu'aujourd'hui, j'ai un robot pour aider les enfants dans les salles de radiothérapie. Ouais. Et s'il n'y avait pas eu ce truc-là il y a 20 ans, peut-être que le robot, il aurait jamais existé. Bah, écoute, C'est quand même fou. ça me fait, comme on dit au Québec, une passe sur la palette là, pour faire une analogie de hockey. Donc, rappelle-nous la rencontre avec le robot à Tokyo lorsqu'il pleut. Puis, pour les auditeurs qui n'auraient pas écouté le premier épisode. Puis après, on va parler des avancées de Miroki. Donc l'idée c'était que donc moi je fais de la radiothérapie pour les enfants et c'est toujours une situation très difficile puisque les enfants sont tout seuls dans la pièce de radiothérapie. D'habitude pour la chirurgie, la chimio, etc. il y a toujours plus ou moins papa-maman et là ils peuvent pas rentrer à cause de la puissance du rayon. Et donc je me trouve confronté à une petite qui s'appelle Charline et qui fait que pleurer pendant 1 mois et demi. Et vraiment ça me brise le cœur, je me sens impuissant, très compliqué. Et donc j'arrive un jour au Japon, mais j'y pense plus, hein. Et au Japon, je me prends la flotte. Un jour, je suis en plein dans la rue. Je suis à Akihabara. Je me rappelle très bien, je suis à Akihabara. Je prends la flotte et je rentre dans le Don Quijote, donc le Don Quichotte, l'espèce de Jiffy-like du Japon, qui est une boutique toujours très très fun à visiter. Et là, au zéro, il y a un petit robot, donc un paper à l'époque, qui vient et qui me tend une serviette avec un grand sourire. Et là, je me dis, il y a quand même ce robot m'a rendu service. Ça m'a fait du bien, et pourtant c'est qu'une boîte de conserve. Et je me dis, finalement, il existe des robots qui vont dans des endroits où on peut pas aller, sur Mars, dans la centrale nucléaire. Il existe du coup des robots qui font du bien aux gens avec un simple sourire. Pourquoi on pourrait pas faire un robot qui et à la fois va dans un endroit où nous on peut pas aller, et qui pourrait quand même offrir un sourire avec sa forme, son comportement, etc. Et c'est là où j'ai commencé à chercher le robot, et c'est là que j'ai trouvé finalement à terme Miroki. Et qui a été finalement financé, donc c'est presque du socio-financement, là, donc tu m'avais raconté. Là, oui, c'est le robot du cœur, on l'appelle. On le rappelle le robot du cœur parce que tout le monde a participé, effectivement. On a fait des associations, enfin des soirées caritatives. Il y a une dame qui nous a beaucoup aidé, qui allait chercher des sous. Mais c'est vraiment des gens comme toi et moi qui ont donné 10, 20 euros de leur poche pour arriver à faire le projet, quoi. Puis rappelle-moi le point de départ, disons, quand tu reviens suite à ce voyage, puis là tu contactes la compagnie avec laquelle tu travailles. On est en quelle année, disons, là? C'était il y a 2 ans. Ok, quand même. À peu près, ouais. Okay. Puis là, je suis les choses sur... j'ai constaté, en fait, en te suivant, qu'il y a plusieurs étapes, là, donc on peut pas juste prendre le robot, dire qu'il est fonctionnel, qu'on peut communiquer avec lui, puis le rentrer dans la salle de traitement. Donc, si tu me rappelais un peu les diverses étapes, là, parce que là, je pense que tu es rendu à 6 ou 7, d'après ce que j'ai pu voir. Là, donc, ouais. En fait, l'idée, c'est qu'au départ, le robot n'est pas du tout fait pour ça. Il faut comprendre que moi, j'ai acheté un robot à la start-up française qui, à la base, design un robot qui, au tout début, ne devait pas parler et qui était juste là pour déplacer des objets dans des environnements hospitaliers. Alors, ça, c'est la base. Et du coup, moi, quand je prends le robot, mon objectif, c'est d'en faire une sorte de soignant numérique. Il faut qu'il soit capable de pouvoir accompagner l'enfant dans un endroit où en plus il n'y aura aucun humain qui pourra driver tout ça. Et donc il faut que le robot soit autonome et il faut que le robot ne dise pas de bêtises puisqu'on n'aura aucun moyen de contrôler ce qui va se passer dans la pièce de radiothérapie. Donc la première étape, c'est déjà de vérifier la sécurité du robot pour lui-même et du robot envers l'enfant. C'est-à-dire, c'est la première étape, hein, c'est comme quand tu fais une étude clinique, hein, c'est vraiment la partie sécurité first. Et donc du coup, quand tu mets un appareil électronique dans la pièce de radiothérapie, tu vas avoir un renvoi d'énergie par le robot. Donc il va absorber de l'énergie, donc ça va le dégrader. Donc il a fallu voir de combien ça a dégradé le robot pour connaître un peu la durée de vie du robot. T'imagines que si le robot décède pendant une séance de radiothérapie de l'enfant, c'est catastrophique. S'il s'arrête brutalement, l'enfant perd son copain pendant le traitement, donc ça, ce serait horrible. Voilà. Et la deuxième chose, c'est comme le robot va renvoyer du rayonnement dans la pièce parce qu'il est métallique, parce qu'il a de l'électronique, il faut qu'on vérifie que ce rayonnement renvoyé qui va peut-être aller sur l'enfant ne soit pas trop grand, puisqu'on ne veut pas surirradier l'enfant. Okay. Voilà. Donc on a fait des tests avec des équipes qui à la base sont des équipes qui testent ce genre de choses mais sur les satellites et qui du coup nous ont aidés très très gentiment pour vérifier que le robot n'est pas dangereux pour lui-même et pour l'enfant. Et donc on a eu les résultats là il y a même pas un mois. Donc on est sûr que le robot ne s'abîme pas trop avec les rayons, la durée de vie est attendue de plus de 5 ans et le robot ne renvoie pas de rayonnement à l'enfant qui pourrait être dommageable à l'enfant. Donc ça c'était la première étape.
Ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est comment on fait pour que le robot dise des choses qui ne soient pas hors contexte. Aujourd'hui, au début, je te dis, le robot ne devait pas parler. C'était un choix qui avait été fait en disant, finalement, quand on fait parler un robot, c'est très mécanique, très froid, et du coup, on va tout jouer sur la partie communication non verbale. C'est pour ça que le robot a cette bouille-là, il a ces expressions-là, qu'il a ses oreilles qui bougent. On voulait tout miser là-dessus. Là-dessus arrive ChatGPT, les LLM, et on peut arriver à discuter avec des IA de façon assez fluide, et du coup, il décide de rajouter la version vocale dans le robot. Et donc, quand tu rajoutes ça, c'est très bien, mais tu as déjà une première question qui est de sécurité, encore une fois, des données. Le robot va parler avec l'enfant via ChatGPT, donc qu'est-ce que les données de santé, entre guillemets, de l'enfant qui transite via ChatGPT, comment est-ce qu'on les gère? Donc ça, c'est pareil, on a un système d'anonymisation en amont qui permet au LLM, qui n'est plus un ChatGPT, qui est un hybride, de processer les données sans qu'on puisse l'associer à l'enfant. Et dans un deuxième temps, c'est qu'est-ce que le robot peut dire et ne pas dire, comment on calibre la parole. Et donc ça, c'est plutôt ma partie à moi, qui va m'assurer que le prompt, si tu veux, de l'IA va pouvoir borner la conversation à ce que moi, je veux que l'enfant dise et que le robot réponde, à savoir, on ne parle pas de la mort, on ne parle pas de choses, entre guillemets, qui fâchent, etc., etc. L'idée, c'est d'avoir un cadre très positif, très sécuritaire, même si ça peut faire un peu nier parfois, en tout cas dans un premier temps, d'avoir une conversation très neutre, très positive. Donc si l'enfant dit est-ce que je vais mourir, tout de suite le robot botte en touche en disant écoute, moi je suis pas là pour ça, je peux pas répondre, vois ça avec ton équipe médicale. OK. Et il faut adapter, j'imagine, également le discours du robot à l'âge de l'enfant, donc... Ça, c'est l'étape d'après. Donc, l'étape 1, c'est faut pas qu'il dise de bêtises. L'étape 2, c'est comment on s'adapte à l'enfant. On a vu là, avec les premiers tests, que la meilleure tranche d'âge, c'est 8-12 ans. C'est ceux qui sont le plus susceptibles à aimer le robot. C'est assez logique, puisque quand tu regardes les études sur l'hypnose ou autre, ceux qui sont le plus enclins à aimer l'imaginaire, c'est les 8-12 ans. Au-delà de 12 ans, on perd une partie d'imaginaire. Avant 8 ans, on l'a pas forcément complètement. Et donc, du coup, ceux-là sont très forts pour mettre le robot dans un contexte imaginaire et du coup développer un truc avec le robot. Donc eux, la conversation classique est assez simple. En dessous de 8 ans, effectivement, il faut adapter le discours. Au-dessus de 2 ans, il faut adapter le discours. Et donc pour ça, on est aidé par un laboratoire de sociologie expérimentale et de psychologie expérimentale qui nous aide dans le design des interactions en fonction des tranches d'âge. Ce qu'on peut dire à un enfant, ce qu'on peut pas dire. Et puis pareil, comment on mesure l'attachement, puisque moi je veux qu'il y ait un attachement entre le robot et l'enfant, c'est ce qu'on veut pour que l'enfant ait confiance et amène un copain dans la pièce, mais on veut pas non plus que l'attachement soit trop fort, puisque ça reste une machine. Donc le but du jeu, c'est de calibrer la conversation pour qu'elle soit vraiment au bon niveau, pour s'adapter au niveau de l'enfant et mettre un attachement qui soit juste et qui soit pas trop fort. Et puis, excellent. Est-ce qu'on en est là ou il y a d'autres étapes ensuite qui sont déjà accomplies? Ensuite, l'autre étape finale, c'est l'autonomisation complète du robot. Celle-là, donc toutes les étapes précédentes, on les a faites. D'accord. L'étape du robot complètement autonome, c'est pas encore le cas. Aujourd'hui, il y a encore des choses qui font qu'on a besoin d'un opérateur pour manipuler le robot, pour des choses simples. Hein. Mais aujourd'hui, par exemple, le robot n'a pas de mémoire complexe. C'est-à-dire qu'il est capable de se rappeler dans le même jour ce qui a été dit. Par contre, du jour au lendemain, il n'est pas capable encore de dire « Ah, au fait, hier, on a parlé de ça, on va continuer de parler de ça ». Donc, c'est l'opérateur aujourd'hui qui rappelle la mémoire précédente pour que le robot puisse continuer comme s'il avait une mémoire. Mais si l'opérateur ne fait pas ça, on perd la mémoire du jour. OK, quand même. Ça, c'est lié à une limitation technologique. C'est lié à une limitation technologique qui est fait qu'aujourd'hui, les LLM n'ont pas encore de mémoire suffisamment importante pour pouvoir encaisser tout ça. Ça va venir très prochainement, on y travaille, mais pour l'instant, c'est pas le cas. La deuxième chose aussi, c'est qu'on n'a pas encore discuté de l'anonymisation des visages, puisque le robot est capable de détecter les émotions. Et donc, du coup, pour ça, il doit prendre des photos. Pour anonymiser ces photos, c'est assez complexe. Donc, pour l'instant, il nous faut une architecture locale qu'on n'a pas encore, qui est en train d'être installée, dans l'idée qu'ensuite, le robot pourra détecter l'enfant dans la salle d'attente. En disant, ah, Tim, salut, je vois Tim dans la salle d'attente, je pourrais dire, ah, Tim, je vais aller le chercher. Aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, c'est ce qui est fait. Le robot dit « Ah, Tim, salut », mais c'est parce que c'est l'opérateur qui dit à Tim, donc va chercher Tim. S'il n'y a pas l'opérateur, il n'y a pas cette interaction-là. Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots.
Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Dis-moi, mais est-ce que Miroki a accompagné des patients ou on est encore à la phase expérimentale? Donc, aujourd'hui, on a monté un essai clinique complet pour vraiment adresser à quoi sert le robot, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il permet de faire, quelle est la satisfaction, etc. Et donc pour l'instant, tant qu'on n'avait pas les bilans qui disaient que le robot était sécure pour lui et sécure pour l'enfant, on n'avait pas le droit de le mettre tout seul dans la pièce. Okay. Aujourd'hui, on a ce bilan et donc du coup, je peux te le dire parce que c'est dans 2 jours, on va attaquer en France ce qu'on appelle le septembre d'or. En France, tu sais, il y a un mois qui est dédié au cancer. Octobre rose pour le cancer du sein, Movember pour le cancer de la prostate. Et donc, un qui est assez peu connu, c'est le septembre d'or, c'est le mois des enfants qui ont un cancer. Et donc, c'est un mois de information médiatique, éducation, etc. Et donc, pour ce septembre d'or, on va faire la première mondiale de le robot tout seul dans la pièce avec l'enfant, comme ce qui était prévu par mon projet initial il y a 2 ans. Et donc là, on va faire en direct. Voilà, okay. Le truc en mode, c'est là. OK, quand même, c'est spectaculaire. Puis, est-ce que Miroki va avoir une conjointe ou une sœur? J'ai vu passer un truc. Alors, on discute de ça. Alors, pas dans la pièce de radiothérapie, ça n'a pas d'intérêt. On discute ensuite d'étendre effectivement le robot dans d'autres endroits où il pourrait aider. Le premier auquel on pense, c'est la gériatrie, puisque finalement, les personnes âgées sont assez proches en termes de réflexion que les enfants. Et donc, du coup, on a pas mal d'oncogériatrie, donc des patients qui ont des cancers et qui sont vieux, qui pourraient gagner à faire des exercices, à discuter et autres. Donc, on est en train de faire aussi un truc en parallèle là-dessus. Et dans un troisième temps, où il y aurait encore une petite sœur ou encore un petit frère, ce serait en éducation. On a un gros centre de prévention à l'Institut du cancer de Montpellier qui voit passer à peu près 5000 enfants par an, où on fait la prévention solaire, tabac, nourriture, etc. Et donc, le robot, là, dans ce contexte, serait un très très bon professeur pour sortir des messages de prévention un peu en répétition, faire des blagues, faire des jeux, etc. pour augmenter un petit peu le message, l'impact qu'on a du message de prévention. D'accord. Dis-moi, pour que les gens comprennent bien, tu m'avais expliqué la dernière fois que les enfants, vous les traitez à partir de l'âge de 18 mois. En radiothérapie, j'avais retenu ça. Puis, les séances de traitement peuvent être quand même assez longue, parfois. Ça va de 10 minutes à 1h30 presque, parfois. Ce qui implique, j'imagine, que les jeunes enfants, aujourd'hui, un enfant de 3 ans, vous devez comme l'attacher, le sédationner, ou c'est assez traumatisant? Entre 18 mois et 3 ans, on les endort, effectivement, c'est une anesthésie générale tous les jours. OK. Ce qui est assez lourd, en termes de plein de choses. Et ensuite, entre 4 et 5 ans, ça dépend beaucoup de l'enfant. Donc, on consulte, on regarde si l'enfant est capable de tenir, d'écouter les consignes, etc. Donc, c'est possible, mais il faut que l'enfant soit quand même bien autonome. Et sinon, on l'endort. Et au-delà de 5 ans, en général, ils sont tout à fait capables de tenir seuls dans la pièce. En étant quand même traumatisé, disons. Serais-tu d'accord? Il y a une partie, si tu veux, où on va essayer de faire. Alors, nous, à Montpellier, on ne fait pas directement les anesthésies générales parce qu'on n'a pas le plateau technique pour faire ça chez les enfants. Okay. Mais il y a d'autres centres qui sont intéressés donc pour avoir le robot qui, eux, font de l'anesthésie. Et l'idée, ce sera de voir avec eux si finalement cette tranche de 4-5 ans qui est border entre est-ce qu'on fait l'anesthésie ou pas, est-ce que finalement, si on a un robot, est-ce qu'on ne peut pas se passer de l'anesthésie si ces enfants-là, le robot arrive à les calibrer et driver vachement fort pendant la séance. OK. Mais quand tu me dis qu'un enfant de 5 ans est capable de collaborer comme ça pendant 45 minutes, je pense qu'on en avait parlé la dernière fois, ça témoigne un peu de la maturité que les enfants atteints de cancer développent assez rapidement. Là, donc,
Oui. J'entends des histoires, je pense qu'on en avait parlé, parfois ce sont les enfants presque qui rassurent leurs parents ou... Je l'ai déjà vu plusieurs fois. Hein. C'est ça. Oui, bien sûr. Vois-tu un enjeu éthique à ça? Si on prend un pas de recul, là, toi, tu es vraiment dedans, là, mais de se dire qu'on est en train de remplacer l'humain par le robot, est-ce que ce sont des discussions que vous avez ou des réflexions que tu te fais, là, tu sais, donc moi, j'y pense beaucoup. On y a ouvert une cellule d'éthique quand même pour y réfléchir parce qu'on va adresser aussi ces questions-là. Je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, déjà, de base, ce projet-là ne prend la place de personne puisque personne ne peut aller dans la pièce de radiothérapie. Tout à fait. Donc aujourd'hui, le robot, dans son design initial, ne remplace personne. Mais à terme, il va remplacer effectivement l'humain. Mais quand on se met dans le contexte de quel humain on veut remplacer et on va remplacer, je disais par exemple, si tu veux, dans des salles d'attente. Des salles d'attente en cancérologie, les patients ils peuvent attendre 2 heures leur médecin. Et effectivement, c'est beaucoup de stress. Et donc je disais, si on mettait le robot dans la pièce, dans la salle d'attente, on pourrait, que tout le monde, les gens seraient beaucoup plus souriants, beaucoup moins stressés, etc. Parce que moi je le vois, hein, depuis qu'on a mis le robot avec les enfants, l'ambiance pendant les traitements des enfants, elle a radicalement changé. Ah ouais. On est passé d'une ambiance c'était assez pesant, assez lourd, à beaucoup plus détendu, beaucoup plus souriant, et de la part de tout le monde. Hein. Okay. Le robot a cette capacité d'absorber le stress de tout le monde et de jamais la retransmettre. Donc ça, c'est assez fort. Et donc du coup, dans les salles d'attente, on pourrait imaginer la même chose. Et là, les gens me disent, ouais, mais tu vas remplacer l'humain. Oui, mais est-ce que vraiment on va payer un humain pour faire le pitre dans la salle d'attente? Est-ce que vraiment on va mettre un humain dans la salle d'attente à payer à juste distraire, détendre les gens? En pratique, non. En pratique, non. Donc en fait, là, c'est pareil. Oui, ça prend la place théorique d'un humain. Mais ça ne fait pas un humain ne fera jamais ce travail. On le fera jamais faire comme ça. La prévention, c'est pareil. On va faire de la prévention, bien sûr. On va prendre la place de quelqu'un qui pourrait dire des messages. Mais encore une fois, cette personne-là, elle y sera toujours. Le robot sera juste là pour amplifier le message en le répétant plusieurs fois, en le reformulant, en faisant un jeu supplémentaire, etc. Donc, c'est pas prendre la place. Ensuite, il y a le deuxième volet qui fait que, moi j'y pense, c'est que dans toutes ces choses-là, effectivement, on ne remplace pas l'humain. Mais il ne faut pas se leurrer. Demain, on va arriver dans ce qu'on appelle la robotique avec l'IA incarnée, c'est-à-dire l'IA qui est dans un corps physique et qui sait faire des choses du monde physique. Moi, je suis beaucoup les conférences et les domaines de recherche de NVIDIA. NVIDIA entraîne des robots dans des espaces de stimulation synthétique numérique pour leur apprendre à faire des choses dans le monde physique. Donc, ce qu'on disait au départ de « je suis plombier, je serai protégé », ce ne sera plus vrai, puisque le robot va pouvoir apprendre de milliers de vidéos de gens qui font de la plomberie, comment on fait de la plomberie. L'IA va l'apprendre et va le transmettre ensuite à un robot qui, lui, aura la capacité physique de transférer le côté IA numérique dans le monde physique. Et ils font ça en série sur des millions de simulations, à 15 millions de simulations par seconde. Et donc les robots apprennent extrêmement vite. Et donc là, effectivement, va venir se poser un problème de quand les robots sauront faire des tâches certes au départ minimaliste de gestion d'entrepôt, de machin de trucs, et effectivement là il y aura un remplacement. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Oui, j'y pense, moi je suis beaucoup ces travaux-là dans la robotique et dans l'IA, et du coup oui, je le vois arriver parce que quand on regarde le coût d'un robot versus le coût d'un humain, le coût d'un robot à long terme il est substantiellement beaucoup plus faible qu'un humain. C'est la mise en marché initiale qui est... C'est le début parce que pour l'instant c'est pas accepté, parce que ça va prendre, parce que la techno est pas encore mûre, mais on voit la vitesse à laquelle ça évolue, dans 5-10 ans, c'est commun, ce sera commun. Peut-être tu n'as aucune crainte pour la suite des choses, un optimisme... Si, forcément, c'est comme tout, il y aura des choses qui seront bonnes et des choses qui seront pas bonnes, mais ce que je me dis c'est si nous on abandonne en disant de toute façon ça va dégénérer, forcément on laisse le champ libre à d'autres. Ça dégénère. Il faut que nous justement on construise des choses avec ces robots, avec ces IA qui contrebalancent un peu tout ça. La seule chose, on dit toujours l'IA est un outil, donc ça dépend comment on s'en sert, c'est vrai. Donc on peut s'en servir pour le bien ou pour le mal, mais au-delà de ça, c'est quand même un outil qui remplace le simple fait de faire des choses humaines, et ça le remplace très vite. C'est ça le problème en soi. Julien, le monde médical étant un monde extrêmement conservateur, ou du moins de mon point de vue, là, j'imagine que, je ne sais pas ce que tu peux partager, mais je ne peux pas concevoir que tu n'aies pas rencontré de résistance à l'interne avec un projet de cette nature-là.
Je sais pas s'il y a des Alors, choses que tu peux si. partager ou... Si, au début, les gens étaient très réfractaires, hein. Quand il y a 2 ans, je suis arrivé en disant, j'avais rien, pas d'argent, pas tout, j'avais juste l'idée du concept. J'ai dit bonjour, je voudrais mettre un robot comme ça dans la pièce de radiothérapie. On m'a regardé avec des yeux en disant, allez, t'es un geek, c'est bon, on connaît, donc t'as des idées, va retourner aux jeux vidéo et on en reparle plus tard, tu vois. On s'en reparle plus tard. Et en fait, c'est tenir et dire, non, mais moi j'y crois. Voilà. Après, il y a eu la phase de on a les sous, maintenant il faut acheter le robot. Donc là, pareil, levé de bouclier de la part de certains en disant mais attendez, avec tout cet argent, on pourrait faire autre chose. Ouais, on pourrait faire autre chose. Pourquoi on met cet argent dans un robot, machin? Et il y a eu beaucoup de résistance. Et c'est à force de dire mais moi j'y crois que ça a payé. Okay. C'est un peu le message que j'envoie aux jeunes quand ils me disent qu'est-ce que je dois retenir de tout ça. Je dis en fait, quand tu as un rêve, crois en tes rêves et donne tout pour ton rêve, quoi. Ouais, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Écoute, est-ce que je pourrais me tromper en disant que c'est un projet qui n'arrivera jamais à maturité parce que ça va tout le temps se développer? C'est comme un objectif inatteignable. Je vois ça comme quelque chose de positif, là, mais... Ouais, mais en fait, on a ouvert la porte à quelque chose de nouveau, un nouveau pan de la médecine qui est prendre soin des gens avec une IA incarnée, quoi. Voilà, c'est un peu différent. Et effectivement, ça n'a pas de fin puisque on touche à la limite de qu'est-ce que c'est l'humain, qu'est-ce que c'est prendre soin, qu'est-ce que c'est une présence, qu'est-ce que c'est, voilà. Et donc, je sais pas s'il n'y a pas de fin, mais en tout cas, c'est pas un projet court terme. C'est-à-dire que le fait de mettre un enfant avec un robot, c'est du court terme, ça c'est déjà le cas. Mais le fait de mettre des robots qui prennent soin des humains, ça pour le coup, ce sera sur du très long terme. Oui. Quand même. Rempart Neurophysiologie est fier de poursuivre pour une 2e année son support au balado La santé au-delà des mots. Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique péropératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1%. Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart Neurophysiologie à info@rempartneuro.ca. C'est à info@rempartneuro.ca. C'est quoi la suite des choses? Je te regarde aller, là, je me disais, c'est à la frontière entre l'entrepreneuriat, la médecine, la philanthropie, l'humanisme. Où te vois-tu dans 10 ans? D'abord, te vois-tu encore radio-oncologue ou radiothérapeute? Alors, probablement pas. C'est vrai que j'en parle souvent, mais je me vois pas forcément faire ça, en tout cas pas faire que ça. Ok. Pourquoi? Parce que, je crois qu'on en avait parlé, mais j'adore mon boulot, mais au bout d'un moment, il y a des choses qui font qu'on se lasse, parce que même si l'oncologie évolue très vite, la radiothérapie, elle se fait toujours un peu de la même manière. Donc, si tu veux, j'ai atteint un plateau dans les connaissances que je peux apprendre en radiothérapie, même si j'apprends encore, mais disons qu'il y avait une phase très importante de croissance de connaissances pendant 10 ans, et au bout de 10 ans, bon, tu connais ton métier, maintenant tu dois juste l'appliquer et te former, mais c'est juste un petit coup de pédale à redonner et c'est pas aussi grand qu'avant. Donc là déjà, moi, ça perd un peu de challenge intellectuel, on va dire, que je pourrais remplacer par de la recherche ou autre, mais en tout cas de point de vue technique pur, voilà. La deuxième chose, c'est que malheureusement, les mentalités évoluent et que c'est devenu parfois difficile de faire ton métier quand il y a des gens qui râlent tout le temps, des gens qui, dès que tu as 5 minutes de retard, crient, des gens qui, dès qu'il y a un truc qui va pas, sont toujours dans le négatif. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça plombe un peu les choses. Voilà. Et une troisième chose qui est la plus importante, c'est qu'aujourd'hui, si je fais, je sais plus que j'avais calculé 20 consultations par jour, 5 jours sur 7, pendant je sais plus combien d'années, donc toute une carrière, je vais aider 280 000 patients. Si demain, je mets le robot dans tous les centres de radiothérapie du monde qui font de la pédiatrie, je peux aider 130 000 enfants par an. Ça veut dire qu'en 10 ans, j'ai aidé 1 million d'enfants. Donc du coup, l'échelle a rien à voir. Donc aujourd'hui, moi, j'ai envie de jouer le jeu de l'échelle
de dire j'ai plus envie de faire du 1v1, du 1 pour 1. J'ai envie de faire du 1 pour 10, 1 pour 100, 1 pour 1000 de cette manière-là. Je pourrais la faire avec de la recherche, trouver un médicament qui sauverait tout le monde, etc. Mais moi, j'ai choisi d'allier ce que j'aime, la technologie, avec ce côté scalable de la technologie, pas pour en faire un truc grand, mais pour justement amplifier la puissance du care qu'on peut mettre quand on est à 1 pour 1 avec une personne, quoi. Quand même. Écoute, quand tu prends un peu de recul, là, puis on va retourner donc en terminale, quand tu dis, moi, je voudrais faire médecine, mais finalement, à l'époque, étais-tu comme un entrepreneur ou qui est devenu médecin par accident ou tu étais vraiment... C'est une très bonne question. En fait, je sais pas, tu sais pourquoi? Parce que quand il n'y a aucun médecin dans ma famille, sur 300 générations, donc en fait, quand j'ai dit que je veux faire médecine, mes parents n'ont pas compris. Personne n'a compris, si tu veux. Et en plus, ça m'est venu d'un coup. C'est-à-dire que je me suis levé un matin, vraiment, je me suis levé un matin, je me suis dit, je veux faire médecine. C'est pas un truc où il y en a qui disent depuis tout petit, je voulais être médecin. Non, moi, je me suis relevé. C'était un jour, c'était en terminale, début de la terminale, en octobre de la terminale, je me suis levé, j'ai dit, je veux faire médecine. Bon. Et c'est resté. Première classe ou certainement en haut de. Tu devrais avoir des bons résultats scolaires aussi, donc ça. J'avais des bons résultats scolaires, mais disons que mes parents, mon père m'a toujours dit tu seras ingénieur, quoi. Dans ma famille, on est soit prof, soit ingénieur, donc c'était facile. Et pourtant, voilà. Et la deuxième chose, c'est quand je me pose la question de pourquoi j'ai fait médecine, je me suis dit au départ que c'était pour aider les gens. Moi, je voulais aider les gens. Et après, je me suis posé en me disant finalement, être médecin, oui, tu aides les gens, mais il y a infiniment d'autres manières d'aider les gens qu'en faisant de la médecine. Et c'est là où j'ai commencé à me dire il n'y a peut-être pas que cette voie-là pour faire ce que vraiment je voulais faire au départ. Parce que moi, mon but, j'ai fait médecine parce que pour moi, dans mon idée, c'était la meilleure manière d'aider les gens. Et aujourd'hui, je reviens un peu là-dessus en disant, on peut aider les gens, fondamentalement, de manière très forte, sur d'autres pans, d'autres manières, qu'en étant seulement médecin. Voilà, parce qu'au départ, c'était pas médecine, c'était aider les gens. Écoute, avant de conclure, là, je reviens à ma question sur le destin. Au début, si tu n'étais jamais allé au Japon avec ton pote de médecine, où serais-tu aujourd'hui? As-tu déjà réfléchi à ça? Donc, alors, je pense que ce qui est rigolo, c'est que si j'avais pas fait médecine, je pense que j'aurais fini ingénieur, parce que c'était tracé, et j'aurais fait ingénieur en robotique ou en intelligence artificielle. On serait pas loin de... On serait pas loin de ça. Voilà. De où on est aujourd'hui. Écoute, mon vieux, ça va être un entretien à reprendre, c'est certain. Donc, puis on va suivre le mois de septembre. Donc, avez-vous le mois de mars également, j'imagine, le mois du cancer colorectal comme nous? Oui, c'est ça. Mars bleu, on l'appelle. Voilà. Excellent. Écoute, Julien, on conclut toujours avec la petite baguette magique. Donc, avant de te laisser, donc, qu'est-ce que tu changes dans le réseau de santé français, donc, par une baguette magique? La dernière fois, tu me suggérais de faire payer les consultations pour sensibiliser les patients au coût des soins. Ouais, j'ai changé un peu d'avis. Aujourd'hui, tu vois, quand je vois l'IA, ce qu'on veut faire à l'IA, en médecine, en santé, on veut remplacer le médecin. Tu vois, il y a plein de startups qui se lancent pour dire, tu vois, il se passe pas un jour sans que tu es sur LinkedIn, l'IA de Google a fait mieux que les médecins, a fait mieux que... Et tout le monde se targue un peu de ça, tout le monde est content et fier de voir que le médecin va être remplacé, même le médecin si grand, si puissant va être remplacé, mais on oublie que pour moi, l'IA, elle est faite plutôt pour m'enlever les corvées, plutôt que m'enlever mon cœur de métier. Je préfère qu'elle m'enlève la tâche administrative. Je préfère qu'elle m'enlève tous les petits trucs chiants de mon quotidien pour justement me laisser me concentrer sur là où je suis bon, le côté vraiment médical. Et c'est vrai que si j'avais une baguette magique, je dirais les startups qu'on crée là, qui lèvent des millions pour essayer de remplacer des gens. Alors, milliards, parfois même. Des milliards, voire même. Ouais. À quoi ça sert finalement de vouloir remplacer les médecins, autant les garder et faire qu'ils peuvent faire mieux leur boulot? Parce qu'en fait, même si une IA fait mon boulot, s'il y a encore tous ces trucs, ces tâches casse-pieds à côté, personne ne voudra les faire. C'est comme l'histoire tout à l'heure dans la salle d'attente. Personne ne voudra aller dans la salle d'attente juste pour faire le pitre, pour dérider les gens. Donc là, c'est pareil. Si moi, on me dit, en fait, tu n'as plus à réfléchir, tu as juste à faire de l'administratif et les trucs chiants et tu restes médecin, mais j'arrête d'être médecin, en fait. C'est pas ça qui m'intéresse dans mon boulot. Et donc, c'est souvent ce qu'on disait. Il y a un mème comme ça qui passe sur Internet, sur ChatGPT. Une dame qui disait, moi, je préférais que, plutôt que d'écrire mon texte, d'écrire mon livre, je préférais que ChatGPT fasse ma lessive et ma vaisselle et qu'il me laisse le temps pour écrire.
Et c'est vrai, en fait. Moi, je préférais une IA qui me fasse mes corvées et qui me laisse le temps de faire de la créativité, d'écrire, plutôt que l'inverse. Donc, la En automatique, c'est pareil. réponse courte, ce serait moduler l'IA pour qu'elle facilite le Encore travail. une fois, pour rendre service vraiment aux gens, parce que ils font des startups très complexes, etc., mais le cœur du métier, il n'y a pas, quoi. C'est-à-dire qu'ils font des trucs hyper compliqués, ils oublient qu'à l'hôpital, on tourne encore sous Windows XP et avec des ordinateurs de Mathusalem, etc., etc. Et en fait, c'est ça le décalage. Ouais. Donc, j'aimerais un peu remettre de l'ordre pour se demander qu'est-ce qui fait vraiment mal dans le système de santé. C'est pas les médecins qui diagnostiquent mal qui fait que le système va pas bien, quoi. Tout Donc, à se fait. recentrer sur ce qui va pas. Excellent. Puis une rencontre de rêve, là, la dernière fois, c'était un milliardaire, là, Mark Zuckerberg. Donc, Alors là, ça a un peu changé. Alors ça pourrait arriver. Ce serait Jensen Huang. C'est le PDG de Nvidia. OK. Et en fait, il a entendu parler du projet du robot. Et si on a de la chance, peut-être qu'il nous fera venir aux États-Unis pour parler de ça. Ah, ben, Et du coup, si j'ai ma photo avec lui, et là, je suis refait. tu seras content. Écoute, C'est un monsieur qui a une belle vision des choses et de l'IA, je trouve. C'est un mec qui a bossé pour arriver là, et ça se sent. Et j'aime bien sa vision des choses. excellent. Écoute, Julien, je te remercie énormément. C'était une belle mise à jour, puis on va attendre la beaucoup, suite des c'est super choses intéressant. au cours des prochaines semaines. Bye. Un grand merci. Ciao. À bientôt. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.